Je vous remercie de votre invitation. Alors, je suis donc Simone Bateman, je suis sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS. Comme je l'ai précisé, et je pense que c'est important de le dire au départ, à Madame Boyer, je ne suis pas spécialiste du transhumanisme en tant que tel. Pour moi, c'est une partie d'un phénomène plus large. Et dans le travail que j'ai fait, j'ai beaucoup collaboré avec Jean Gaillon, nous avons traité un peu de ce sujet. Peut-être je l'évoquerai dans les questions-réponses, après si vous le souhaitez. Mais en fait, nous avons envisagé un champ plus large, qui à mon avis n'est pas sans intérêt pour la MGEN, qui lie beaucoup plus les questions du transhumanisme, si l'on peut dire, à la médecine. Et puis, je ne suis pas spécialiste de l'intelligence artificielle, même si, en travaillant sur le human enhancement, que l'on peut traduire par amélioration ou augmentation de l'humain, c'est pendant ce travail-là que j'étais énormément sensibilisée au rôle de l'informatique, de toute la technologie d'intelligence artificielle dans l'ensemble des pratiques de human enhancement. Alors, ce que je vais essayer de faire dans les 15-20 minutes qui me sont attribuées, c'est de résumer forcément très rapidement le travail que nous avons fait. Alors, nous sommes un groupe de 5 personnes et je pense que vous allez auditionner Jérôme Goffet après moi. Jérôme Goffet fait partie de ces 5 personnes avec Jean Gaillon, qui est un philosophe malheureusement décédé l'année dernière, en avril de 2018, Michela Marzano, philosophe, et Sylvie Alouche, philosophe. Nous avons monté une série de rencontres internationales d'universitaires, chercheurs de plusieurs disciplines, y compris les sciences dures. Nous avons ciblé 5 problématiques et sur un espace de 3 ans, nous avons travaillé sur ces thématiques. Et nous avons réuni 34 participants de 7 pays différents, représentant 14 disciplines. Il y a eu 5 rencontres. Et de là, nous avons publié 2 livres qui représentent un total de 16 auteurs et qui, grosso modo, résument l'ensemble, enfin, je dirais, parfois ça dépasse un peu ce que nous avons fait, mais qui représente pas mal le travail qui a été fait pendant ces 3 ans. Alors, quelque part, quand nous avons commencé à travailler là-dessus, c'était 2008. On ne parlait pas encore beaucoup de l'amélioration de l'humain. C'était un sujet d'intérêt médiatique. On commençait à en parler, commençait à avoir ici en France, mais c'était beaucoup discuté à l'étranger. Et une des choses qui nous questionnait, et surtout quelqu'un comme Jean Gaillon qui a beaucoup travaillé sur l'eugénisme, il se disait, mais qu'est-ce que c'est ce human enhancement? Est-ce que c'est quelque chose de différent? Est-ce que c'est une suite? Comment ça se situe dans l'ensemble Et pourquoi discute-t-on de ces sujets-là ailleurs, alors qu'on n'a pas une discussion universitaire? On a commencé à mettre en place le projet et quelques ouvrages en français ont commencé à apparaître, mais nous avons fait le pari inverse, qui était de réunir des gens en France, mais comme nous réunissions des personnalités de tout le monde, un peu partout, nous avons choisi l'anglais, et l'idée, c'était que les francophones publient en anglais pour participer au débat anglophone. Donc ça, c'était un parti pris que nous avons eu, et nous ne sommes pas mécontents un peu du résultat du livre, même si, comme tout livre universitaire, il n'a pas une diffusion extraordinaire, mais plus grande et bien mieux reçue que je ne l'aurais pensé. L'idée, c'était qu'est-ce que ça veut dire d'améliorer l'homme? Quel est l'étalon par rapport auquel on mesure cette amélioration?
Et est-ce qu'il y a des bonnes raisons pour l'améliorer plutôt que améliorer l'environnement dans lequel l'homme évolue? Donc, dans ce projet, on avait 3 parties. Explorer le concept et le champ sémantique et le sens du mot « human enhancement », y compris la meilleure façon de le traduire. Est-ce que c'est amélioration? Est-ce que c'est augmentation? Ça dépend des... La deuxième, c'est d'identifier et de décrire des pratiques qui existent actuellement, qui pourraient être des formes d'amélioration humaine, et aussi de les comparer avec des pratiques d'amélioration animale, parce qu'une des hypothèses de ce livre, c'était que l'amélioration animale existe depuis longtemps. Est-ce que nous pouvons apprendre quelque chose par rapport à l'amélioration humaine en observant les pratiques qui sont faites dans l'agriculture? Et la troisième, c'était d'explorer les visions passées et présentes de sociétés d'humains améliorés. Et nous avons fait appel, par exemple, à des écrivains de science-fiction, mais aussi des grands classiques comme Dr. Jekyll and Mr. Hyde, qui, par exemple, est un roman sur la consommation de drogue. Bon, donc, nous avons exploré des questions artistiques. Et aussi, on voulait regarder un petit peu de près des idéologies du progrès, du passé, comme le méliorisme, la perfectibilité, l'eugénisme, mais aussi des idéologies plus récentes, comme l'extropianisme, qui est un mouvement qui précède le transhumanisme. Le transhumanisme, bien sûr, mais on parle aussi de post-humanisme. Il y a différentes définitions et je laisserai ce débat à d'autres personnes que moi pour le mener. Alors, améliorer ou augmenter quoi? Si on regarde la littérature de manière générale, on voit que les gens ciblent des choses un peu différentes, soit les capacités physiques, par exemple, améliorer une performance, le rendement physique et intellectuel, l'espérance de vie ou la résistance à la maladie. Sinon, il y a aussi beaucoup de papiers sur les dispositions psychiques et morales, par exemple, améliorer l'humeur, mood enhancement, ou les dispositions affectives et émotionnelles, ou réduire l'agressivité et développer le raisonnement moral. Par exemple, il y a un énorme débat sur l'amélioration morale dans lequel je ne rentrerai pas. Le temps est un peu trop court. Pourquoi s'améliorer? Alors, dans la littérature, on trouve, il y a l'un de nos collègues, Vincent Menus, qui a fait un article. Il a regardé tout un ensemble d'articles écrits sur l'amélioration et il a trouvé quatre thèmes qui, d'ailleurs, recoupent ce qu'on trouve dans le rapport du Conseil de bioéthique du président américain, c'est-à-dire une performance supérieure, des corps sans âge, des enfants améliorés et des âmes plus heureuses. Voilà, c'est les titres de ce rapport. Mais lui, il disait, soit c'est pour s'adapter aux exigences de notre environnement social, c'est-à-dire que l'environnement social demande de plus en plus aux individus, combattre la maladie, le vieillissement, la mort, donner à nos enfants les meilleures chances et être heureux. Et ce qui est très frappant, c'est que si on regarde des pratiques comme le dopage, par exemple dans le cyclisme, mais aussi parmi les étudiants qui essayent de passer des nuits sans dormir pour pouvoir passer les examens, on est là dans un contexte où il y a la société qui pressionne pour avoir un meilleur avantage compétitif. Donc là, la recherche d'amélioration est une réponse à une pression qui vient de la société. Il y a aussi la question de l'amélioration de soi. Et il y a, par exemple, la personne qui a popularisé le Prozac, Peter Kramer, elle disait qu'il avait des patients qui voulaient se sentir mieux que bien. Et donc, parce que c'est ce qu'il ressentait en prenant le Prozac, il se sentait tellement bien qu'il se disait « mais c'était mieux que se sentir juste bien ». Et donc, c'est cette recherche de se sentir mieux que bien, de transcender ses limites, par exemple, avec le hormone de croissance, ou
la chirurgie esthétique ou la chirurgie de réassignation sexuelle. Toujours l'idée qu'on peut changer quelque chose de son apparence qui permet de se sentir plus soi-même. Et enfin, c'est ici qu'on trouve l'idée qui peut-être vous intéresse de plus près, qui est l'idée de l'amélioration de l'humain pour faire évoluer non seulement les individus les uns et les autres, mais l'espèce ou la condition humaine ou la nature humaine. Parce que changer la condition humaine peut vouloir dire changer l'environnement. Changer la nature humaine, l'espèce, veut dire qu'on va travailler sur l'humain lui-même. Et le transhumanisme est une idéologie qui va dans ce sens, qui promeut cette idée et qui estime qu'on peut maîtriser par la technologie l'évolution de l'humain. L'humain n'évolue plus par le hasard de l'évolution en interaction avec l'environnement, mais par un projet consciemment mené par des humains sur des humains pour les faire aller au-delà de ce qu'ils sont déjà. Alors, dans ce sens, ce n'est pas par hasard que le transhumanisme apparaît comme une idéologie au moment où on parle de la révolution des technologies NBIC, nano, bio, info, cognotechnologie. C'est-à-dire, et l'idée que ces technologies vont converger et dans un sens ensemble par l'articulation de certaines de ces technologies, on a la possibilité de faire des choses que de manière isolée, on ne peut pas faire. Et l'idée, c'est que cette technologie va pouvoir trouver des solutions aux problèmes humains. Voilà. Il y a un rapport qui a été fait par la National Science Foundation et le département du commerce des États-Unis en 2002. Et c'est ici qu'on trouve l'ensemble de la réflexion autour de la contribution de ces technologies à une évolution. Ils disent les technologies convergentes pour l'amélioration de la performance humaine. Alors là, on voit qu'au niveau du rapport, c'est l'idée d'une performance qui est prioritaire et pas tellement l'idée de l'espèce. Donc il faut voir que quand les personnes parlent d'amélioration de l'humain, ils ne visent pas toujours les mêmes objectifs. Pour les transhumanistes, c'est l'espèce, mais pour la plupart des gens, c'est plutôt l'amélioration d'une performance, l'amélioration de son apparence, l'amélioration de soi-même. Alors, améliorer comment? Parce qu'après tout, on a des techniques d'amélioration depuis toujours. L'éducation, l'hygiène, l'exercice physique, des pratiques esthétiques. Qu'est-ce qui fait qu'on va s'intéresser à des pratiques? Qu'est-ce qui fait que ces pratiques sont particulières? Alors, en étudiant la littérature, et ça c'est dans un article avec Jean Gaillon, nous sommes arrivés à la définition suivante, enfin, disons, les critères suivants pour définir notre champ d'intérêt: des interventions directes, presque toujours invasives sur le corps humain, interventions généralement fondées sur des technologies innovantes et qui d'ailleurs sont souvent les mêmes substances et techniques qu'on trouve dans l'amélioration animale. Par exemple, on peut penser à la génétique aussi, mais bon. Et interventions pour résultat sur l'individu ici et maintenant, et non pas dans les générations futures. Et c'est en ce sens que je dirais que l'idée de human enhancement est distincte de l'eugénisme, parce que l'eugénisme a une visée à terme sur la population. Ici, c'est un peu différent, c'est sur l'espèce, mais en même temps en transformant les individus immédiatement ici sur place, y compris si on fait, par exemple, si on prend ça CRISPR-Cas, les techniques d'édition du génome. L'idée, c'est cet enfant-là qui va naître aujourd'hui et non pas le résultat d'interventions qui font que, à terme, la population sera plus intéressante. L'un de nos auteurs, le philosophe Pascal Nouvel, qui, me semble-t-il, aujourd'hui travaille à Paris, a écrit un très intéressant article où il essayait de aussi classer ces techniques. Il disait, si on crée un tableau avec deux entrées,
Une, c'est est-ce que la technique a un effet temporaire ou définitif, et d'un autre côté, est-ce qu'elle est localisée sur une partie du corps ou est-ce qu'elle concerne le corps tout entier? On arrive à 4 classes de techniques. La première, localisée, temporaire, on a des prothèses qui peuvent s'enlever. Alors là, on pense par exemple, on peut penser à des choses aussi simples que des lunettes, mais on peut penser aussi, vous vous souvenez du coureur Pistorius, mais il y a beaucoup de coureurs handicapés qui utilisent des prothèses spéciales pour courir et ils ont toute une série de prothèses selon qu'ils marchent au quotidien ou qui veulent courir. La deuxième catégorie serait temporaire, mais concerne tout le corps. Et là, vous avez des substances dopantes. Donc là, on peut penser par exemple à l'EPO dans la course, mais qui est utilisé également beaucoup en médecine pour des raisons thérapeutiques, mais où c'est toujours le même but, c'est de stimuler la production d'hémoglobine. La troisième catégorie, donc, c'est localisée, mais une intervention dont l'effet est définitif. Et là, vous avez les prothèses à nouveau, mais celles-ci sont implantées. Et donc là, on peut penser tout simplement aux prothèses de genoux, de hanches, les cataractes, tout ce que... Je veux dire, il y a une grande partie de la médecine qui est déjà développée sur les prothèses localisées mais définitives. Et la quatrième concerne tout le corps mais définitif, et là, c'est l'intervention génétique. Sauf que, comme disait Pascal Nouvel, ce changement peut aussi, d'une part, arriver naturellement chez quelqu'un, et il donne l'exemple du skieur Montiranta, qui a gagné les Jeux olympiques d'hiver en 1968. Et par la suite, on s'est rendu compte qu'il avait une mutation génétique rare qui augmente les globules rouges dans le sang, mais que pendant longtemps, on l'a soupçonné de se doper. Et en fait, c'était un trait hérité de la famille. Donc ce que dit le paradoxe de cette dernière catégorie, c'est à la fois la plus risquée, parce que si on se trompe, je veux dire, c'est définitif, mais sinon, c'est celle qui risque de passer inaperçue, c'est-à-dire elle est incorporée et elle est transmissible. Donc voilà pour les 4 catégories. Alors, il y a des limites à ce concept parce que, bon, améliorer, mais on améliore par rapport à quoi? Est-ce que c'est une norme statistique? Mais on sait que dans une norme statistique, il y a un éventail. Donc on peut être normal même si on n'est pas bien au centre. On peut être dans un éventail de normalité assez loin. Quand est-ce qu'on a dépassé la normalité? Même là, il y a un flou. Comment est-ce qu'on va déterminer que quelque chose est normal ou pas? Est-ce que c'est le fonctionnement typique de l'espèce? Je pense à autre chose, la PMA. Si on n'a pas d'enfant, on va dire que le fonctionnement typique de l'espèce, c'est de pouvoir en avoir. Si on n'en a pas, est-ce que c'est anormal? Est-ce que, voilà, peut avoir différentes choses. Est-ce que c'est par rapport à des exigences professionnelles ou sociales? Du coup, c'est la société qui exerce une pression pour s'améliorer. Ça peut être une amélioration bénéfique comme pas si bonne pour le corps. Une limite déjà atteinte. Les sportifs sont constamment dans la tentative de dépasser une limite qu'ils ont déjà atteinte par le passé, ou l'idéal d'une transcendance par rapport à un passé ou un ordre social. Et là, vous avez des artistes qui transforment leur corps. Je pense en particulier, j'ai oublié son nom, Orlan, voilà, qui se transforme pour faire une rupture avec sa famille. Elle ne veut plus qu'on reconnaisse sa famille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si tous les humains sont améliorés, cet état-là devient la norme.
Et donc, il reste toujours possibilité d'aller au-delà. Alors, un des articles essayait de montrer que l'idée que, par exemple, les prothèses détachables qu'utilisent certains sportifs pour courir, que c'est cette prothèse qui est dopante. Qu'au contraire, comme toute personne qui apprend à marcher, on apprend à marcher et en fait, c'est le fait de s'approprier une prothèse qui fait qu'on peut avoir des performances importantes. Et du coup, ils disent que l'idée qu'on s'améliore en ajoutant une pièce est une illusion biotechnologique, en quelque sorte. Que, en fait, la performance vient du travail que la personne fait pour s'approprier la prothèse. Il y a aussi des expériences, par exemple, avec des bras robotiques pour des personnes qui sont très handicapées, qui peuvent par la suite, par sa simple pensée, transmettre l'idée qu'ils veulent prendre un verre et boire de l'eau. Donc on a réussi à faire cela avec une dame en 2012. Mais ce dont il faut être conscient, c'est qu'avec on va parler de prothèse, mais tellement complexe, cela crée une nouvelle dépendance par rapport à l'industrie et tous ceux qui peuvent permettre de faire fonctionner ce bras robotique. Donc, elle n'est pas sans inconvénient. Cette amélioration d'une capacité vient avec une lourde dépendance par rapport à tout un appareillage. Le travail que nous avons fait avec des animaux nous ont également montré les limites du concept, parce que si on regarde ce qui se passe avec les animaux, très souvent, on améliore les animaux non pas pour eux-mêmes, mais pour les intérêts de ceux qui les améliorent. Et la question qu'on peut se poser, c'est qui est-ce qui bénéficie de l'amélioration qui a été faite. Et nous pensons qu'il est intéressant de poser cette question aussi pour l'amélioration humaine, parce qu'on a l'impression que cela surgit d'une demande, mais ils peuvent avoir des intérêts également liés à cela, d'autant plus que ces améliorations aujourd'hui reposent lourdement sur une contribution de l'industrie. Voilà. Alors, donc, ce qu'on voit ici, c'est un mouvement où les innovations technologiques sont proposées comme solution aux problèmes humains et, j'irai même plus loin, aux problèmes sociaux, plutôt que de chercher des solutions sociales aux problèmes sociaux. Et la question, c'est de savoir s'approprier certaines technologies, mais avec un esprit critique. Il faut savoir ce qui convient d'accepter, jusqu'où, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une contribution croissante de l'industrie à la transformation de l'environnement humain et social, ne serait-ce que tout le monde ici probablement a un portable, un téléphone portable où il met ses données. Je veux dire, on télécharge déjà pas mal de ce qui est dans nos cerveaux dans des appareils extérieurs. On n'est pas encore au point on ne télécharge pas notre conscience, mais on télécharge au moins les données que nous avons. Après, c'est à la conscience de savoir s'en servir. On a des nouvelles formes de dépendance sur des tiers fournisseurs de technologies d'amélioration. Et je me doute que Jérôme Goffette vous en parlera un petit peu plus de cela. Et chose qui devient de plus en plus évidente, il suffit de lire les journaux. Il y a une collaboration de l'industrie avec la science et la médecine qui est beaucoup plus étroite et qui peut multiplier les conflits d'intérêts. L'histoire du Mediator est un exemple, mais il y en a certainement, je pense aux implants, tout le problème. Et là, les implants, on est en plein dans l'amélioration de l'humain ici, parce que les implants mammaires font partie des prothèses qu'on peut retirer. Alors, mon propos final, thérapie ou amélioration? Ça, c'est un débat qu'on trouve régulièrement dans le débat sur le Human Enhancement.
c'est-à-dire ce qu'on appelle le Therapy Enhancement Distinction. Et c'est une distinction qui a été utilisée longtemps. Je peux penser aussi, elle est utilisée dans la loi française. Tout ce qui est thérapeutique est acceptable, tout ce qui ne l'est pas, ne l'est pas. Dans cette littérature, on a voulu utiliser cette distinction comme étant une distinction, une dichotomie à usage moral. On peut penser à Habermas également, qui a écrit des choses sur la génétique, qui également dit que le thérapeutique, ça va. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas une frontière si claire. Il y a toujours ce flou. Quand est-ce qu'on a abandonné la thérapie et on est on a la chirurgie esthétique, on a l'hormone de croissance. On est toujours dans des cas qui sont flous entre eux. Et à quel moment a-t-on dépassé la frontière de l'un et de l'autre? Et parfois, en autorisant un usage thérapeutique, en fait, on ouvre la porte à d'autres usages. Donc, il y a tout un développement là-dessus, mais c'est un point sur lequel il faut faire attention. Il faut aussi penser que l'OMS, depuis 1946, dit que le concept de santé est un état complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc elle semble appuyer cette vague vers l'amélioration de son bien-être. Ce qui est important à retenir, c'est que ces pratiques, très souvent, ne peuvent pas se mettre en place sans l'aide de compétences médicales. Et ce qui est clair, c'est qu'il existe déjà une médecine de l'amélioration. On l'appelle d'abord médecine palliative, puisque, par exemple, les prothèses compensent une déficience, une incapacité. Certaines pratiques peuvent diminuer la douleur et la souffrance. Certaines visent le bien-être. On peut penser à tout ce qui est problème antidépresseurs, etc. Mais on peut penser à la contraception. On peut penser au Viagra. Parmi ces pratiques, on peut y compris mettre la PMA. Voilà. Et ce qui est aussi intéressant à observer, que souvent, ces pratiques sont prescrites en dehors de l'AMM. Et donc, l'amélioration se développe quand les pratiques s'étendent au-delà de leur autorisation initiale. Médecine et anthropotechnique, je laisserai Jérôme Goffette en parler, mais ce qui me semble, je ne suis pas toujours d'accord. Lui, il pense qu'on peut séparer les deux choses, médecine d'une part et anthropotechnie d'autre part. Pour moi, il y a le médecin qui est l'acteur commun, et faire deux déontologies différentes, ça pose un problème. Mais ce qui est intéressant à observer là-dessus, je pense que nous serions d'accord, c'est qu'il y a une reconfiguration permanente de la notion d'acte médical ou même de la notion de ce qui est thérapeutique. Donc, pour conclure, je dirais que nous sommes dans quelque chose qui n'est pas à l'horizon. Il est déjà en cours actuellement. Ce sont des transformations structurelles qui sont en place depuis le XXe siècle au moins. Nous avons un changement du rapport au corps, à la technologie et même à la notion de bonne santé, une extension croissante du champ légitime de l'activité médicale et une importance croissante de l'industrie dans l'activité médicale, avec un potentiel accru de conflits d'intérêts, mais aussi de conflits de valeurs. Et voilà. Donc, il reste beaucoup de travail à faire. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. C'est une question importante, mais parce que la France a la chance, quelque part, d'avoir un régime d'assurance qui permet de prendre en charge une grosse partie des besoins de santé de la population. Mais il n'empêche que depuis que l'offre médicale est de plus en plus importante, il y a des choix à faire sur un minima. Alors, ça, c'est déjà un problème de base si on laisse de côté la question de l'amélioration.
Pour l'amélioration, je trouve que c'est plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous faisons actuellement. Par exemple, les prothèses. Je pense qu'il serait les prothèses de hanches, de genoux. Ce serait difficile de retourner en arrière. Ce sont des questions importantes où on répare des incapacités importantes. Décider, je pense qu'il faut forcément que ça soit une décision collective. Moi, je ne pourrais pas vous dire, bon, c'est bien de rembourser telle chose, mais pas telle autre. Il faudrait encore que je puisse imaginer tout ce qui va être possible demain. Parce que je pense qu'il y a une vision de ce qui est possible demain, et puis il y a la réalité. Par exemple, je vous ai parlé de la dame avec le bras robotique. On parle d'une expérience. Et cette dame, elle a un énorme... Elle a une espèce d'énorme boîte sur sa boîte crânienne implantée. Vous vous rendez compte de ce que ça implique? Alors, oui, donc là, on est dans l'expérimentation. On n'est pas dans le cas de la prise en charge quotidienne. Mais quand on arrivera là, la question se posera de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de je pense que ça va dépendre de la définition de santé que nous avons à cette époque-là, et elle va forcément évoluer, et je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Et puis, d'autre part, ça va dépendre de ce qui peut devenir acceptable pour tout le monde, et pas nocif pour la personne, parce que peut-être ce que je n'ai pas assez souligné, c'est que ces améliorations vont avec un risque. Et quand vous regardez les animaux qu'on améliore, je veux dire, ils sont dans un état déplorable, parce qu'on les améliore dans un but qui a à voir avec le propriétaire et non pas l'animal lui-même. Et donc, est-on sûr que certaines améliorations n'apportent pas plus de risques? Les sportifs qui se dopent, on en parle beaucoup dans les médias récemment, ont des conséquences plus tard. Mais il y a des sportifs qui sont prêts à prendre des risques aujourd'hui pour gagner le trophée, en vue, même s'il y a des risques plus tard. Est-ce qu'on va rembourser ce genre de choses? Moi, je ne peux pas vous donner une réponse. Ça relève d'un débat collectif. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense qu'on ne peut évoluer dans ce champ que par un débat collectif sur ce qui est valable comme pratique et qui n'est pas plus nocif pour la santé des individus que le contraire, qu'on améliore vraiment. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de propositions médicales semblent apporter plus de bien que de mal, mais aucun médicament, quel qu'il soit, est absent d'effets secondaires. Et voilà. Écoutez, ce qui me vient à l'esprit, on revient à votre sujet initial qui est le transhumanisme. Alors, je suppose que vous avez eu d'autres auditions qui ont été plus ciblées là-dessus et qui ont parlé du World Transhumanist Association, et donc Nick Bostrom, etc., et qui va dans le sens de ce que j'ai résumé rapidement, l'amélioration de l'espèce par la technologie. Donc on est dans un rêve. Moi, je pense qu'il y a des technologies qui vont peut-être améliorer notre vie ou améliorer l'environnement, mais aller jusqu'à l'évolution de l'espèce, j'attends pour voir. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on cite l'origine de ce mot. Et le premier à utiliser ce mot, c'est Aldous Huxley. Et souvent, on dit, voilà, il l'a déjà utilisé à cette époque, mais personne ne va le lire. Et moi, j'ai eu l'idée d'aller le lire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il utilise le terme un peu comme les transhumanistes aujourd'hui, mais pour lui, on peut transcender la société dans laquelle il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup d'ignorance, il y a d'impossibilités d'avoir accès aux besoins, en
laissant l'homme être l'homme, mais en changeant son environnement. Et donc le transhumanisme, pour Huxley, avait beaucoup plus à voir avec l'adaptation de la société à l'humain plutôt que de l'inverse. Et je pense que ce paradoxe est intéressant et il n'est jamais relevé par les transhumanistes eux-mêmes, parce que précisément le travail de Huxley va dans un sens un peu différent. Alors il a été par la suite quelque peu eugéniste aussi. Je ne dis pas que c'est pas totalement... mais c'est très intéressant. J'ai sorti les quelques pages de l'article du livre qui parle de ça, mais... voilà, je vous lis, c'est en anglais, mais je vous lis, voilà. We are already justified in the conviction that human life as we know it in history is a wretched makeshift, rooted in ignorance, and that it could be transcended by a state of existence based on the illumination of knowledge and comprehension. Donc pour lui, déjà, combattre l'ignorance, c'est un point principal. Just as our modern control of physical nature based on science transcends the tentative fumblings of our ancestors that were rooted in superstition and professional secrecy. To do this, we must study the possibilities of creating a more favorable social environment, as we have already done in large measure with our physical environment. Donc, vous voyez, et on a le sentiment que l'évolution, ces tendances actuelles, surtout le transhumanisme, ignore le social. C'est ça qui est, je dirais, c'est d'ailleurs une création de philosophe. Et le philosophe, souvent, pense hors société. Or, le sociologue, il a besoin d'en créer. Et il est évident que les résonances de cette réflexion sur le transhumanisme sera différent en France, aux États-Unis, en Angleterre, où elle a en partie trouvé ses origines, mais aussi, bon, aux États-Unis aussi, et en Afrique, en Chine, etc. Mais qui risque aussi d'intéresser l'élite, quoi, mais dans un sens qui n'est pas forcément dans l'intérêt de toute la population. Donc, je pense que c'est pour ça que je disais, c'est important de voir que le transhumanisme est un produit de quelque chose que nous avons déjà en cours ici, et non pas une espèce de création ex nihilo vers laquelle nous irions, mais essayer de voir comment nous sommes arrivés au point que surgisse cette pensée. C'est évidemment la technologie qui a beaucoup à voir, mais ne pas perdre de perspective sur la dimension sociale. Et je vous donne juste un exemple, tout le débat sur la conservation des ovocytes. Ce qui me frappe, c'est beaucoup de l'amélioration de la vie à avoir avec externaliser des parties du corps. Mais une fois qu'on externalise des parties du corps, il y a un tiers qui est impliqué. Est-ce qu'on peut faire confiance au tiers? Il faut le payer. Il faut, voilà. Et en fait, c'est parce que la vie du travail est devenue incompatible avec une vie familiale. Donc, ce sont des choix. Là, on est en plein dans votre souci du genre. Vous voyez, qu'est-ce qui fait qu'on préfère la solution technologique à un changement qui serait beaucoup plus lourd à faire au niveau de l'aménagement de la vie de travail? Voilà. Je ne pense pas toujours au pire, mais j'essaie de comprendre d'où émergent les phénomènes que nous étudions. Ils ne viennent pas de nulle part. Et donc, quelque part, ils sont bien enracinés dans un mouvement qui est déjà en cours. Voilà.